Et c'est toujours étrange, ces villes qui à la fois ont une identité très marquée. Enfin, je sais que moi je viens de Saint-Étienne et qui des fois portent aussi un peu le poids de rumeurs ou de réputation qui leur collent à la peau. Et je trouve qu'ils sont parfois un peu erronés et biaisés parce que, par exemple, Marseille, c'est quand même à un moment donné dans l'histoire l'une des plus grandes villes de la faïence en France au XVIe et XVIIe siècle. D'où les collections il y a au musée Borelli, d'où le bâtiment à Pastré. Enfin, il y a encore le quartier Saint-Jean-du-Désert qui était un énorme quartier de potiers céramistes parce qu'il y avait des veines d'argile sous leurs pieds. Et on ne cite quasiment jamais Marseille et je pense que c'est un oubli majeur. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Je m'appelle Emmanuelle Roule, je suis designer, céramiste et directrice artistique. Je suis née à Saint-Étienne, j'ai grandi à Saint-Étienne pendant 17 ans et après je suis partie pour mes études. T'es partie où ? J'ai commencé par Lyon, première étape, mise à niveau appliquée. J'avais fait un bac scientifique qui était un peu une erreur d'orientation parce que c'était toujours plutôt des études littéraires ou artistiques. Et du coup, j'ai fait cette mise à niveau pour rentrer dans les arts appliqués. Et ensuite, j'ai fait Toulouse et puis Paris. Quand est-ce que t'es arrivée à Marseille ? Je suis arrivée à Marseille fin d'année 2020. Et pourquoi t'as décidé de venir vivre à Marseille ? Alors Marseille, c'est un peu une histoire de longue date. Marseille, ça commence par l'adolescence. Et en fait, je venais les vacances parce que mon meilleur ami vivait là. Et il faisait du skate et du BMX. Donc j'étais tout le temps au bol. Et finalement, c'était pas si désagréable. Et c'était quelque chose qu'on n'avait pas à Saint-Étienne. Donc moi, j'aimais beaucoup ça, avec la mer en arrière-plan. Mais à l'époque, Marseille, c'était une ville que j'aimais beaucoup, mais je me projetais pas y vivre. Et puis, et après, au cours de mes études, à un moment donné, je m'étais dit, mais pourquoi pas Marseille ? Et j'avais postulé à l'école d'art et de design, qui était autrefois les Beaux-Arts, à Lumini. Et je voulais vraiment venir à cette époque. Et quand j'ai passé l'entretien, je suis passée devant un jury de 7 personnes. Et la personne qui présidait le jury m'a dit, ne venez pas ici. Donc je lui ai dit, mais attendez, mais moi j'ai très envie de venir. Et il m'a dit, ne venez pas ici, vous avez postulé à d'autres écoles, vous allez sûrement plus vous plaire dans ces écoles, donc partez. Et il a même demandé à quelqu'un de m'emmener en voiture à la gare pour que je puisse aller faire les autres entretiens le reste de la journée. Donc j'ai fini à Paris et je suis pas venue faire mes études à Marseille. Sur le coup, moi ça m'a un peu déconcertée, mais je pense qu'effectivement c'était bien d'arriver plus tard à Marseille. Je pense que je serais arrivée trop tôt. Et le retour à Marseille, après, c'est fait. J'avais eu des opportunités de projet, donc je venais de temps en temps quand je vivais à Paris. Et à un moment donné, ça s'est accéléré, évidemment dans le contexte du Covid, dans le sens où, pour le premier confinement, j'avais été confinée en résidence de création à Molly-Sabata, qui est la plus vieille résidence d'artistes en France, qui est dans la vallée du Rhône. Et c'est un lieu qui n'avait jamais fermé dans son histoire, ni pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc ils ont tenu à ce qu'on puisse travailler pendant le premier confinement. Et du coup, pendant 3 mois et demi, j'ai travaillé en pleine nature et j'ai pu développer un projet de recherche que j'avais initié l'année d'avant. Et en revenant à Paris, post-déconfinement, à un moment donné, ça m'a paru vraiment être une aberration de continuer à être à Paris, puisque travaillant la terre, je travaillais le sol, et Paris me semblait être vraiment la ville hors sol par définition. Donc je me suis retournée du côté de Marseille en me disant c'est là. Et ça a été un coup de tête total, c'est-à-dire que ça s'est fait en 24 heures et je l'ai organisé et je suis partie. Donc c'était comme une certitude
Donc je savais qu'il fallait aller vers Marseille. Et c'est vraiment quand je suis arrivée là donc je suis arrivée pendant l'hiver en plus. Très rapidement, je me suis dit que c'était vraiment c'était ma ville, dans le sens où c'était une ville qui me correspondait, et même davantage que Paris. Même si j'étais restée 16 ans à Paris, je trouve que Marseille, c'est une ville qui colle à la peau, quoi. T'as toujours été céramiste ? Non. Je suis céramiste depuis 13 ans maintenant. Non, moi j'ai une formation en design graphique. Je suis diplômée de l'école Olivier de Serres en design graphique, édition, plutôt print. Et direction artistique. Et donc quand j'ai eu mon diplôme, j'ai tout de suite fondé mon studio de création en 2007 par l'opportunité d'une commande graphique un peu conséquente pour un centre dramatique national basé à Saint-Denis. Et au même moment, j'ai intégré un collectif d'artistes plasticiens qui développait un projet artistique avec des abeilles dans l'espace public. Donc j'avais ces deux, on va dire, métiers, un quotidien assez dense. Et l'arrivée vers la Terre s'est fait vraiment de manière tout à fait accidentelle. C'est-à-dire que à un moment donné, j'ai ressenti le besoin d'avoir une pratique un peu exutoire. Et j'avais pratiqué de la gravure que j'avais arrêtée. Et à un moment donné, je vivais à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, et j'ai vu qu'il y avait une école d'art plastique qui proposait des activités en cours du soir. Et j'ai vu indiquer la céramique. Et à l'époque, en fait, j'avais jamais pratiqué ce matériau, et je me suis dit, je vais essayer. Et je me suis inscrite, j'ai eu la dernière place d'un cours qui était assez prisé. J'ai compris après, parce que le prof qui le donnait était un prof assez incroyable, et j'ai fait ce cours pendant 3 ans. Et c'est ce qui t'a donné envie d'en faire ton métier ? Alors, j'ai jamais projeté d'en faire un métier. C'est ça qui est c'est ce qui est assez beau avec la Terre. C'est-à-dire que, comme à l'époque, moi, j'avais quand même d'autres activités professionnelles qui assuraient mes revenus. La Terre était vraiment un terrain total de liberté. Et en plus, la manière dont ce prof m'avait initié ce matériau, il m'avait vraiment donné le sentiment que c'était vraiment un terrain très ouvert, que tout était possible et qu'il y avait un champ des possibles quasi illimité. Donc, je pense que ça a vraiment, ça a un peu déterminé cette rencontre avec ce matériau. Et à ce moment-là, moi, j'ai vraiment vu la Terre comme vraiment au départ une pratique comme ça en cours du soir, 3 heures par semaine pendant 3 ans. Et puis il a pris sa retraite. Donc moi j'ai arrêté ce cours parce que je l'envisageais pas autrement qu'avec lui. Et à ce moment-là, je suis retournée vivre à Paris et pendant 1 an, j'ai cherché des ateliers, donc il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui, et je trouvais pas quelque chose qui correspondait à ce que j'avais vécu. Donc pendant 1 an, j'ai pas travaillé la terre, et là j'ai ressenti le manque. Donc je me suis dit en fait, ça faisait vraiment partie de mon quotidien. Et à ce moment-là, vraiment par un hasard de rencontre lors d'un stage de tournage, donc de tournage autour de la terre, avec une amie, on est tombé sur un lieu vacant à Bastille, on a décidé de fonder un atelier. Et moi à ce moment-là, j'ai quitté le précédent collectif dans lequel j'étais, et on a fondé un collectif de céramistes qui s'appelait Gangster. Voilà, c'était en 2016. On avait un lieu, on avait un four, et du coup j'ai pu accentuer ma pratique. Mais à ce moment-là, dans mon quotidien, c'était 15% de temps, la terre. Et je le voyais toujours comme vraiment un terrain de jeu, parce que on voulait même en faire un atelier autour de la céramique et du dessin. Plutôt en mode expérimentation, recherche. Au terme de la première année, j'ai produit une première série de vases. Et il s'avère qu'à ce moment-là, la marque Kenzo lançait un événement pour la Saint-Valentin qui suivait, avec une installation florale, avec une fleuriste dans plusieurs de ses magasins parisiens. Et cette fleuriste a débarqué à l'atelier en disant « Je cherche des vases atypiques ». Et je venais de sortir des vases très particuliers qui lui ont tapé dans l'œil, et ça a démarré comme ça. Suite à cette exposition avec Kenzo qui a donné un début de visibilité, en fait les projets se sont suivis comme ça de manière vraiment très délaissée ou décomplexée de la nécessité qui est presque un revenu financier. Donc ça me permettait d'accepter des propositions qui n'étaient pas forcément viables économiquement, mais qui étaient des belles collaborations. Du coup, les projets se sont enchaînés, notamment Exposition. Et puis mon travail a commencé à être identifié, j'ai eu des commandes, et à un moment donné, j'ai vu, au bout de 2 ans, je commençais à être un peu estampillée du côté de la décoration. Et à ce moment-là, je me suis vue travailler dans l'atelier, et je me suis rendu compte qu'en fait, fondamentalement, c'était pas ça qui m'intéressait, et que j'avais besoin de garder cette liberté autour de ce matériau. Notamment, j'ai compris à ce moment-là que ce qui m'intéressait fondamentalement par rapport à l'argile, c'est ce que raconte l'argile en elle-même. C'est-à-dire que c'est vraiment le matériau lui-même.
dans ses qualités, dans ses propriétés. Et à un moment donné, j'ai voulu valoriser ça. Et comme le projet artistique dans lequel j'avais été pendant 10 ans, avec lequel on travaillait avec des abeilles dans ce projet artistique, et on développait donc une démarche fortement environnementale et écologique, j'avais un peu perdu ça dans mon travail et j'avais vraiment envie de le retrouver. Et j'ai eu le sentiment qu'en ayant ce matériau de terre dans les mains, je touchais du doigt à nouveau cette possibilité. Et j'ai donc écrit un projet de recherche en 2019 qui s'appelle Patrimoine vivant et qui justement a vocation à mettre en lumière la pluralité des usages qu'offre le matériau terre, autant dans le champ de l'objet, de l'architecture, mais aussi sur toute la question agricole, autour de l'idée que la terre est un matériau qui nourrit et un matériau qui bâtit. Comment il se déploie ce projet? Comment tu lui donnes vie? Il y a une dimension un peu politique derrière ça, qui est qu'aujourd'hui on a la nécessité, selon moi, de se poser la question de qu'est-ce qu'on produit et comment on le produit. À un moment donné, en étant un peu estampillée dans le champ de la décoration, je savais que j'allais produire des objets qui allaient avoir un rôle de justement d'ornementation dépourvu de sens, et c'est ce qui me gênait. Et j'avais besoin de rattacher à mon travail véritablement, de rendre compte en fait de la richesse de ce matériau, et sa richesse elle est multiple. C'est-à-dire que première, c'est déjà que c'est un des matériaux les plus disponibles à l'échelle planétaire. Souvent la valeur d'un matériau va lui être donnée par sa rareté, et je trouve que c'est intéressant que ça soit justement sa disponibilité qui en font un matériau de prédilection. Et c'était aussi, étant moi-même enseignante à l'ENSI, à l'école de création industrielle à Paris, où toutes ces problématiques sont évidemment centrales, qu'aujourd'hui on a, par rapport à ces questionnements écologiques, la volonté de réfléchir aux matériaux de demain, donc dans une recherche un peu d'innovation, recherche et développement sur des principes par exemple de recyclage de coquilles de crustacés ou d'algues ou des espèces végétales qui vont être propices à imaginer ces nouveaux matériaux, qui sont des projets extrêmement intéressants, mais qui sont des projets sur la durée, dont la viabilité nécessite du temps de développement, et qui font que même si à un moment donné ça a quelque chose de tangible et ça permet de changer des modes de fonctionnement, des modes de consommation, on est sur des temps longs. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui on est dans un temps tellement court et dans une urgence écologique tellement immédiate que pour moi en fait c'est de dire mais la terre est là. Elle est juste sous nos pieds, c'est-à-dire que c'est le sol que nous foulons quotidiennement, et que c'était un peu de rendre compte de cette invisibilité, c'est-à-dire que le matériau terre a quand même longtemps été un matériau désuet, c'est le matériau le plus ancestral par définition, et par exemple on se rend compte qu'aujourd'hui un habitat en terre, déjà il est durable, il a une vraie pérennité, et en plus en termes de régulation thermique c'est optimal. Donc par exemple par rapport à toutes les problématiques HQE et ainsi de suite dans l'architecture, on coche toutes les cases. C'est juste qu'après il y a des principes évidemment de monopole, de lobbying et de protocole qui font qu'on viabilise pas ces process. Mais je trouvais intéressant que cette démarche charnière entre l'art et le design offre juste la possibilité de reparler de qu'est-ce que serait une filière terre dans une production industrielle aujourd'hui avec des usages immédiats qui à terme s'adresseraient au plus grand nombre. Et donc c'était la vocation de ce projet. Marseille, c'était évidemment l'idée qu'à un moment donné, posant la question du sol, Paris ne pouvait pas être le lieu qui héberge ce projet, parce que pour moi, comme je le disais en introduction, Paris est vraiment une ville hors sol. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que Paris est Paris. C'est-à-dire que Paris est localisée là où elle est localisée parce que c'était à un moment donné les meilleures terres agricoles de France. Donc c'est bien parce que son sol était riche que Paris s'est installé là. Aujourd'hui, les terres agricoles parisiennes ont été évidemment recouvertes par un territoire urbanisé, mais voilà, je trouvais que Marseille avait la possibilité de concilier un espace urbain qui pour moi est un espace politique et un espace naturel qui était propice au développement du projet. Est-ce que tu peux nous parler de cet endroit dans lequel on enregistre aujourd'hui? Alors là, on est dans... Alors, c'est marrant parce que du coup, ça connecte à la terre. On est dans un ancien corps de ferme, dans le quartier de Bompard, en Doum, à Marseille, dans le 7e arrondissement. Donc un peu sur une colline. Ici, on est dans une mémoire agricole qui est assez lointaine, parce qu'au final, on se rend compte que peu de gens se souviennent des grandes fermes de Bompard. Mais on est dans un bâtiment agricole de 125 mètres carrés, avec 6 mètres de hauteur sous plafond et une charpente en bois qui doit avoir autour de 150-170 ans,
qui pour l'instant se porte bien et qui était vraiment l'espace où ils stockaient le matériel agricole. Et en face, on a des garages qui étaient les anciennes écuries et on a une fenêtre comme ça avec un volet en bois qui était là où on stockait le foin. Donc on est vraiment dans cette mémoire-là. Et cet endroit est devenu mon nouvel atelier, espace de travail depuis maintenant un petit peu plus d'1 an. Et ça a été avant ça, entre ce temps où il était un corps de ferme et mon atelier, ça a été pendant une 50aine d'années, notamment l'atelier d'un sculpteur qui s'appelait Jean-Louis Boudet, qui est décédé et donc je lui succède dans cet espace. Est-ce que tu veux nous raconter les projets que tu as dans cet espace ? On développe des collaborations en ce moment avec des domaines viticoles dans le sud de la France, ce qui, moi, me fait très plaisir parce que du coup, ça pose la question d'un terroir et d'un projet local. Donc ça colle en tout point au désir de véritablement s'implanter ici. Et notamment, là, il y a la réflexion autour de la production d'un objet qui est en fait un peu hérité de la tradition provençale de la brique à vin, en lui donnant une dimension un peu plus contemporaine. Et depuis l'année dernière, je suis en résidence en Suède, dans le cadre d'un projet qui s'appelle International Design Expedition, qui invite des designers, en général en duo à trio, de différentes nationalités, à aller travailler pendant plusieurs semaines dans un pays à l'étranger, autour de 2 artisanats, essentiellement la céramique et également le verre. Pour les Marseillais et les Marseillaises, où est-ce qu'on peut voir et acheter tes objets ? Je vends généralement mon travail en direct. Du coup, c'est vraiment au sein de l'atelier qui aujourd'hui héberge aussi le showroom, qui nous permet de présenter à la fois les luminaires, les appliques et les différentes pièces qu'on développe. Mais j'ai aussi une collaboration de longue date avec la marque marseillaise Sessoun. Donc il y a des pièces chez Sessoun Alma et il y a d'autres collaborations à venir, mais je peux pas encore en parler. Est-ce que tu as une pièce phare ? On a une pièce un peu signature qui est vraiment la première collection que j'ai dessinée parce que mon travail a pas mal évolué au fil des années. Il a commencé par un vrai intérêt pour la couleur et puis après il y avait vraiment l'idée qu'une pièce en amenait une autre sur comme je le disais tout à l'heure, de manière très libre. Et là je l'ai vraiment axé sur l'idée qu'une même forme pouvait décliner plusieurs typologies d'objets. Donc c'est la collection Kimono qui, comme son nom l'indique, s'inspire clairement du vêtement le kimono par ce principe de bras qui se déploie. Et l'idée c'était de se dire qu'avec une pièce qui est un vase kimono, je peux également faire une lampe à poser et en coupant en 2 ce vase ou cette lampe, en la modifiant légèrement, j'obtiens également 2 appliques murales. Est-ce que ton atelier est ouvert au public ? Oui. Alors, il ne l'est pas forcément quotidiennement. Il l'est dans le cadre de programmation. Alors, nous, on y travaille quotidiennement. Je dis nous parce qu'aujourd'hui, j'ai une assistante qui s'appelle Perrine Kamoun, qui est à mes côtés. Et il y a la possibilité aussi de découvrir le lieu le temps d'événements comme des expositions. Il y a des événements sur réservation. Moi, je donne des cours de céramique. J'adore enseigner la céramique. Donc, il y a des cours de céramique tous les lundis. Il y a également des cours de yoga qui sont proposés et qui sont liés justement à cette réflexion autour du corps parce que la céramique est un métier très physique, hautement physique. Et moi, je le vois au fil des années, au fil de la pratique, qu'aujourd'hui, j'ai des tendinites, j'ai le corps que je dois entretenir. Et sur les conseils de mon kiné qui m'a dit que je devais considérer mon métier un peu comme un sport de haut niveau, il était nécessaire que je m'échauffe et je m'étire. Et il m'a dit, il serait bien que tu couples à nos séances de kiné une pratique de yoga. Donc voilà, j'ai eu envie de faire ça au sein de l'atelier. Et là, l'idée, c'était de profiter de cet espace pour aménager une cuisine, inviter des chefs à venir cuisiner ici et imaginer des temps de repas dans ce grand volume qui s'offre à nous. Où est-ce qu'on peut voir la programmation ? Alors essentiellement sur Instagram, donc le studio aujourd'hui s'appelle le Studio Roule. Également en ligne, on a un site d'information et de réservation sur une application qui s'appelle Simply Book It. Et à venir, je vais mettre en place une newsletter. Quels sont les messages que tu veux transmettre à travers tes œuvres ? L'intention autour des objets qui sont produits, le souhait de limiter l'usage de l'émaillage, c'est-à-dire que ce qui est intéressant avec la terre, c'est que c'est un matériau hautement vertueux, jusqu'au moment où on arrive dans la partie de l'émaillage, qui est donc la partie
naturellement toxique, c'est-à-dire qui fait appel à des matières, notamment ce qu'on appelle les terres rares ou des minéraux ou des minerais qui en fait ont un niveau de toxicité assez énorme. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer que avec une pratique quotidienne, on s'expose quasiment de la même manière que des agriculteurs qui utilisent des pesticides. Donc, je veux dire, c'est une forme de dichotomie, c'est-à-dire de développer un propos et à un moment donné se dire que soi-même on s'expose à ces produits. Donc voilà, l'idée c'est d'utiliser très peu des mots ou de trouver des alternatives que sont notamment les émaux à la cendre, qu'aujourd'hui aussi pas mal de personnes réintroduisent et c'est drôlement intéressant, mais aussi de réintroduire une technique ancestrale que j'avais découvert un peu par hasard au cours d'une résidence au Maroc, qui est qu'au moment où est apparue la céramique il y a 10 000 ans, ils ont eu la nécessité d'étanchéifier les pièces pour justement pouvoir contenir de l'eau ou du lait, et donc ils utilisaient la cire d'abeille. Et comme par ailleurs moi j'ai bossé pendant 10 ans avec des abeilles, je me suis dit que c'était un drôle d'appel du pied et que du coup c'était un matériau que je connaissais. Donc voilà, je travaille pas mal autour de cette recherche-là, et ce qui me permet moi de produire là des objets qui ont une vraie dimension manifeste. C'est-à-dire que c'est vraiment de développer des objets qui racontent quelque chose et qui sont les témoins à la fois d'une histoire, mais aussi d'une démarche. Quel est ton processus créatif ? Je crois pas que j'en ai véritablement un. C'est très intuitif, c'est très empirique. Comme je te le disais, les choses se sont faites vraiment naturellement et encore aujourd'hui, des fois quand je regarde cet atelier, je n'ai jamais projeté cette intention-là, c'est-à-dire que les choses se sont faites naturellement. Je passe beaucoup par les mots et beaucoup par le dessin. Dans la manière d'appréhender mon travail de recherche, mais ça peut être assez marrant parce que je peux par exemple dessiner des choses qui ne sont pas forcément une forme. Ça peut être des dessins très abstraits, mais du coup dans le fait de dessiner m'amène à penser une idée et ainsi de suite. Mais en général très vite une idée, je vais travailler la terre et je vais monter la pièce pour me conforter ou pas sur cette intuition. Est-ce que Marseille nourrit ta créativité ? Complètement. Ça, sans nul doute. Déjà parce que quand je suis arrivée à Marseille, j'ai redécouvert l'horizon. Et c'était assez incroyable parce que j'ai mesuré à quel point à Paris, ce sont des murs. Et c'est marrant parce qu'on parle de Paris intramuros, de la petite ceinture, et il y a vraiment quelque chose qui quand même enferme. Et pour moi, Marseille, c'est l'exact opposé, en sachant qu'évidemment Marseille est, je pense, quasi à tout point de vue l'exact opposé de Paris. Mais c'est vraiment au contraire le sentiment de l'absence de limites. Et la question des limites, c'est quelque chose qui m'intéresse drôlement par ailleurs, notamment par rapport à la limite du corps, et dans son déploiement. Et c'est vrai que quand tu travailles dans un espace petit ou dans un espace plus grand, tu te rends compte que au-delà du luxe de l'espace, en fait, ton travail se déploie parce que toi-même, tu déploies ton corps, tu n'agis pas de la même manière et en fait, tes pièces grandissent. Et Marseille offre cette possibilité. Je trouve qu'elle l'élargit, elle l'ouvre et que ce soit l'horizon ou la lumière, ça contribue véritablement à ça. Est-ce qu'il y a des lieux où tu te rends pour t'inspirer, te ressourcer ? Évidemment, la proximité de la nature, ça, c'est quasi vital. Donc oui, très souvent les calanques, parfois pour grimper, pour courir ou juste se balader ou nager, qui est quelque chose que j'adore. Et ça, c'est vraiment pour moi aussi le luxe qu'offre Marseille, c'est que j'avais toujours un peu ce rêve de gosse de me dire, mais un jour j'aimerais vivre au bord de la mer, mais comme quelque chose qui me paraissait étonnamment assez irréalisable. Et donc ça, le fait d'y arriver quotidiennement et d'être là, ça me paraît vraiment assez magique. Mais c'est évidemment le cadre naturel, que ça soit les Calanques ou même la Sainte-Victoire, qui est pour moi un paysage assez stupéfiant. C'est vraiment on dirait un mirage quand on aperçoit la Sainte-Victoire. Est-ce qu'il y a des figures marseillaises qui t'inspirent ? Alors j'avais découvert il y a pas longtemps que Honoré Daumier était marseillais et je le savais pas. Et je me souviens en cours en histoire de l'art d'avoir étudié son travail et son travail de dessin que je trouvais assez beau et assez marrant, et évidemment aussi par les caricatures. Et si je devais dire une personnalité, je crois que je dirais Akhenaton. Quelles sont tes 3 adresses favorites ? Niveau table, je dirais, parce que je crois que manger c'est quand même mon sport préféré. Je dirais Regain,
que je trouve assez remarquable. Après, il y a beaucoup de très bonnes tables à Marseille. Il se passe énormément de choses au niveau de la gastronomie, donc c'est pas évident. Mais c'est vrai que Requin a été un de mes derniers coups de cœur. Et je citerai le restaurant Grenat, qui vient d'ouvrir rue Grignan, pour lequel j'ai fait des suspensions, parce que je trouve ils développent un très beau projet. Et ce qui se passe en cuisine est vraiment drôlement intéressant. Et après, je citerai à la librairie L'Odeur du Temps. J'aime bien cet endroit. Qu'est-ce qui te rend fière d'habiter à Marseille ? Déjà la chance d'être là en fait. Je suis vraiment très contente d'avoir pris cette décision. C'est vraiment une ville, comme je disais tout à l'heure, qui me colle à la peau, dans le sens où je veux dire que c'est comme une évidence. Et je pense que j'aime Marseille parce que je ne l'idéalise pas. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'aspects à Marseille qui, je trouve, effectivement, ne vont pas. Et elle n'est pas une ville parfaite. Mais malgré tout ça, il y a quelque chose qui se dégage ici qui est assez unique, et en tout cas moi que je trouve très stimulant, et aussi notamment tout le fait que cette ville aujourd'hui se renouvelle énormément. Alors évidemment on ne veut pas s'asseoir sur son histoire, loin de là, et parce qu'en plus l'histoire de Marseille elle est quand même hyper riche, et c'est toujours étrange, ces villes qui à la fois ont une identité très marquée. Enfin, je sais que moi je viens de Saint-Étienne, et qui des fois portent aussi un peu le poids de rumeurs ou de réputation qui leur collent à la peau, pour des histoires très différentes et évidemment et des contextes très différents, et je trouve qu'ils sont parfois un peu erronés et biaisés, parce que par exemple Marseille, c'est quand même à un moment donné dans l'histoire l'une des plus grandes villes de la faïence en France, au XVIe et XVIIe siècle, d'où les collections il y a au musée Borelli, d'où le bâtiment à Pastré. Enfin, il y a encore le quartier Saint-Jean-du-Désert, qui est un énorme quartier de potiers, céramistes, parce qu'il y avait des veines d'argile sous leurs pieds. Et je trouve que cette mémoire est hyper intéressante, et on parle aujourd'hui de grandes villes de la céramique en France, et on ne cite quasiment jamais Marseille, et je pense que c'est un oubli majeur. Donc c'est pour toutes ces raisons que je trouve que Marseille est vraiment une ville remarquable. Qu'est-ce qui te révolte, au contraire ? Plusieurs choses. Moi, je crois que un des éléments qui des fois me met vraiment en colère, c'est, je trouve que parfois Marseille, on la néglige. Et pourtant, à la fois, je trouve que les Marseillais sont très attachés à Marseille. Et je me dis que quand on est attaché à un territoire, souvent on en prend soin. Et je préfère quelqu'un qui est un peu radical, mais du coup qui va préserver son territoire. Et je trouve que parfois, certains Marseillais, je dis bien certains parce que c'est en aucune manière la majorité, mais vont pas prendre soin de ce territoire. Et je trouve que notamment tous les déchets jetés un peu partout me pose vraiment question sur un endroit qui est quand même exceptionnel, et je dirais aussi les merdes de chiens sur les trottoirs. Ça, je peux plus. C'est l'heure du portrait chinois à la sauce marseillaise. Si tu étais une odeur. L'odeur que j'associe à Marseille, c'est mes souvenirs vraiment ados, où quand j'arrivais, en fait, je prenais le métro et je descendais au Vieux-Port pour retrouver les amis. Et en fait, c'est vraiment ce souvenir que dans les couloirs du métro, ça sentait vraiment, parce que souvent j'arrivais au moment du marché, le week-end, et ça sentait le poisson, ça sentait la mer, et je trouvais ça incroyable. J'avais vraiment l'impression de me dire, ça y est, c'est les vacances. Si tu étais un son? C'est le brouhaha. En fait, pour moi, c'est une stratification de sons. C'est à autant les gabions, la mer, le bruit des scooters, voilà, le vent. Le bruit du vent est incroyable. Parfois, le vent vient taper contre des bâtiments. Ça a une puissance de son qui m'impressionne. Et le vent est un élément vraiment à part entière, quoi. Et si tu étais un goût? Le goût, c'est la chips de Panis. J'adore. Si tu devais décrire Marseille à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que c'est une expérience unique, mais je lui en dirais le moins possible. Parce que je pense qu'il faut vraiment il faut le rencontrer, il faut vraiment rencontrer cette ville. Je pense que souvent les personnes qui vont avoir un avis négatif, c'est justement qu'elles projettent quelque chose, et je pense qu'il faut l'appréhender. Marseille, elle est multiple. Donc je vois même pas comment la résumer. C'est une diversité, mais dans le sens le plus brut, le plus authentique qu'il soit, et c'est une richesse inestimable. Si tu devais quitter Marseille, qu'est-ce que tu regretterais? Beaucoup de choses.
Déjà ce cadre de vie, cet atelier, beaucoup de personnes rencontrées ici assez exceptionnelles et ce sentiment d'horizon. D'ailleurs, qui me recommandes-tu d'interviewer dans ce podcast ? Je serais curieuse que tu interviewes Madeleine et Angelo de Ixo Voto, qui je trouve ont vraiment un travail assez remarquable et je trouve que c'est 2 très belles personnalités. Je suis très contente qu'ils soient dans le coin. Est-ce que tu aurais une anecdote à me raconter sur quelque chose un peu improbable qui te serait arrivé à Marseille ? Cet endroit qui aujourd'hui est vraiment devenu la centralité et qui est devenu un terrain de jeu assez exceptionnel, il m'est vraiment tombé dessus totalement par hasard. Moi, je vis juste à côté et cet appartement est dans une maison et au rez-de-chaussée, il y a la propriétaire, Odile, qui est une mascotte du quartier, qui est une femme assez remarquable que j'aime beaucoup. Évidemment, la rencontre avec Odile a été très belle. Et en plus, la première fois que je l'ai vue, elle ressemblait à ma grand-mère, ce qui m'avait fait un drôle d'effet. Et il s'avère que l'atelier, c'est Odile qui l'a trouvé. Un jour, elle m'a appelée parce que quand je cherchais activement un nouvel espace, je m'étais permise de lui en parler parce que je me doutais qu'elle connaissait un peu pas mal de gens dans le quartier. Mais elle m'avait dit non, j'ai aucune idée. Et un soir, elle m'appelle, elle me dit j'ai vu un panneau atelier à vendre sur un portail. Et il s'avère que moi, j'étais jamais montée dans cette rue. Donc, je serais jamais passée sur ce panneau. Ils avaient mis aucune annonce, ni agence, ni Le Bon Coin. Donc, je pense que si Odile me le dit pas, je le trouve pas. Où est-ce qu'on peut donner rendez-vous aux auditeuristes qui veulent voir ton travail ? Au studio Roule, qui se trouve 2 rue Perlet dans le 7e. Donc, c'est dans une cour. Et c'est au fond de la cour, à droite, et c'est les portes rouges. Pour finir, est-ce que tu aurais un message à faire passer ? Je dirais que ce message, en fait, ça naît plutôt d'une réflexion personnelle, notamment sur je pense qu'on est tous sensibles à ce qui se passe en ce moment, qui n'est pas tout à fait nouveau, mais qui quand même nous font dire qu'on est dans une drôle de conjoncture. Et que c'est pas toujours, quand on regarde un peu le paysage comme ça autour de nous, au-delà du paysage de la ville et du paysage naturel, le paysage économique, politique est quand même très questionne, et géopolitique. Et j'ai un peu le sentiment que, j'ai toujours un peu cette idée que la vie est courte et que je suis plutôt du genre à vouloir essayer de profiter des choses parce qu'on sait pas de quoi est fait le lendemain. Et mon message, si j'en avais un très très humblement, ça serait de dire que j'ai l'impression que parfois, quand on a l'impression que tout est foutu, alors je crois que tout est possible. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. D'avance, un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais. À bientôt!